Bah zut, c'est à moi. Euh, ouais, je suis à la fois touché, j'ai la trouille. Quand elle m'a dit ça, elle m'a dit tu viens, tu parles et tu dis ce que tu veux pendant 40 minutes. Ouh là là, je sais pas des trucs. Et elle m'est témoin, mais il doit y en avoir d'autres. J'ai vraiment tout fait pour éviter, quoi. Je me mettais désagréable, quoi, tout ça et tout. C'est la trouille que j'avais, c'est tout simplement qu'à la limite, j'avais l'impression que c'est des questions que je me pose plus, quoi. Que avec le numérique, c'est quelque chose qui est-ce qu'on dirait, est-ce qu'on ferait un congrès de gynécologues dire comment vous faites vos échographies sans électronique, quoi. Quelque chose qui me, et c'est ça que je vais balancer d'abord. Je vais dire oh c'est vieux ça et tout ça. Et l'autre chose après c'est le mot enseigner, c'est-à-dire que j'ai pas d'expérience du tout du secondaire depuis au moins je n'ai pas fichu les pieds dans un lycée ou autre depuis au moins 5 ans. Donc, ce n'est pas des questions non plus. Enfin bon, là, allez, il faut que je passe aux choses sérieuses, mais vraiment, j'ai tout fait pour éviter. Et le troisième point, ça tient aussi tout simplement à la phase où j'en suis maintenant. C'est-à-dire que depuis 2 ans, j'ai l'impression que si on se pose trop de questions, on se paralyse et que peut-être le meilleur risque ou la meilleure chance qu'on puisse avoir, c'est de se faire comme ça des cobayes dans le grand tourbillon et que mon vieux Bob Dylan dirait qu'est-ce que c'est le rock'n'roll? Carelessness, on s'en fout. Bon, donc pour tout ça, j'ai pas. Alors après, comme j'étais coincé quand même, mais je vous assure que les Bretonnes, faut se la faire. Je me suis dit, bon, dans ce cas-là, il faut que je le fasse sérieux. Et donc, tant pis pour vous, ce sera par. J'ai écrit. Donc, il y a 22 points. Ça devrait faire bien le timing, 30 maximum. Je vais essayer de ne pas m'en écarter. Puis, si ça ne va pas au bout, on zappera à la fin et ce sera dommage. Tout est en ligne. Il n'y a rien de grave dans tout ça. Je l'ai appelé du mouvant. Mais c'est venu en cours de route. Point 1. Et si c'était le premier paradoxe, que l'appropriation du numérique dans nos usages ne nous contraignait pas à une migration de nos tâches d'enseignement et de création, et je voudrais revenir sur ce lien, vers les technologies numériques, mais au contraire à ce que Char nomme retour amont, une refondation de nos vocabulaires, de nos grammaires élémentaires, dans le plus simple geste de ce que littérature signifie. 2. Évidemment, bien sûr, immédiatement le contre-paradoxe. Pour que ce retour amont soit possible et qu'il interagisse avec notre contexte numérique, c'est depuis cette rupture numérique en tant que telle qu'on doit l'établir. Et donc la scruter dans son mouvement, dans son imprédictibilité, dans les contradictions liées aux déterminations économiques, politiques, écologiques, marchandes, ainsi de suite, qui la conditionnent, à rebours de ce qu'on y cherche, nous, d'un geste seulement plus libre, au nom même de ce à quoi elles ouvrent. 3. Ils sont brefs, mais après, vers la fin, ils augmentent. Qu'à agir et parler alors au sein d'une transition en cours, qui doit agir par résistance autant que par innovation, au prix du tâtonnement, la tâche peut paraître écrasante, voire confinée à la panique. Il y a trop. Chaque élément diffracte immédiatement en plusieurs autres. On regarde devant et derrière à la fois. On a les mains prises par la manipulation même de machines imparfaites. Et pourtant, autre paradoxe, donc on va emboîter la suite, c'est au numérique même que nous arracherons les nouveaux schémas de mécanique mentale qui nous sont nécessaires pour éventuellement composer ou recomposer cette vue d'ensemble que dans cette imprédictibilité même, il nous dénie. 4. Ainsi, la très ancienne et fondatrice relation de la composition littéraire et du statut même du récit dans ce qu'on nomme art de mémoire au pluriel. La façon dont cette relation a interféré de façon constitutive dans le passage de la tradition orale à la tradition écrite, puis à la constitution de bibliothèques dans cette temporalité, ces spatialités, ces catalogues. La mise à disposition instantanée de l'information comme de la bibliothèque fait que notre mémoire à nous se transforme, comme notre mémoire des collections d'images s'est transformée, et remplace l'information ou le savoir par la mémoire du chemin ou de la suite d'actions qui y mènent. Comment saurions-nous aujourd'hui, à distance de 15 ou 20 ans,
penser l'ampleur d'un phénomène bousculant entre littérature et mémoire une histoire de 40 siècles. 5. Dans la masse des contradictions qui lèvent du mouvant, la capacité de chacune à contenir toutes les autres, mais la frustration où en permanence nous sommes de n'avoir plus à traiter devant nous qu'une minuscule parcelle, dure, concrète, et qui ne dit plus rien de la grande mutation générale. Est-ce que penser le numérique, dans cette bascule imprédictible, est ce à quoi il nous contraint dans le plus noble du quotidien, créer, transmettre, ne pourrait aussi être que collectif, comme le changement qu'il implique à toute question liée à l'école, en tant que ce collectif, à la création en tant que production. L'hétérogénéité même que devient l'intime, lorsqu'il intègre autant de composantes qui lui sont étrangères et ne permettent pas l'écart par rapport à l'époque. 6. Ainsi, dans ce basculement des arts de mémoire à une pensée algorithmique, ce qui s'en induit pour le plus quotidien. Je ne révise pas avant mon cours une date de naissance, mais je remobilise par ce manque l'attention de ceux qui m'écoutent, multiconnectés dans le temps même du cours. Et je considère de ma tâche, transmission et pratique, non-dissociation, qui doit sans cesse être reformulée avec urgence, détermination, et on est loin encore d'y prétendre, de tenter des exercices d'écriture, donc de récit, basés sur ce non appropriable de la mémoire comme contenu dont l'individu se fait dépositaire, les formes neuves de relations et d'énonciation que de tels exercices engendrent, mais pour cette tâche même, le fait que nous allions en chercher les outils dans des singularités littéraires antérieures à la mutation numérique. Pour prendre un exemple, la relation mémoire-récit chez Borges était déjà honorée de façon centrale. Mais la relecture qu'on peut faire de Van Gogh, le suicidé de la société, d'Antonin Artaud, avec 4 strates dictées sur 4 jours successifs, et chacune, pour la raison physiologique qu'on sait, devant réemprunter à chaque fois la totalité de la route, non, nous n'avions pas eu à l'apprendre comme outil narratif susceptible de donner à l'immédiat d'une phrase, quel que soit l'élève avec lequel en court-circuit on le travaille, cette relation fondatrice de la langue à ce qu'elle nomme, parce qu'elle doit prendre pour tâche de nommer l'immédiat même dans le flux numérique. 7. Et si cette même exploration nous conduit par exemple à examiner comment le repère référentiel d'une phrase peut changer à mesure de son énonciation, principe qui vaut pour la pensée dans un chemin algorithmique comme pour la lecture même sur un support aussi élémentaire qu'une page de navigateur, en quoi pour cette modélisation même nous aurons besoin d'éléments pris à la science contemporaine, en quoi nous irons chercher chez Michaud ou chez Beckett, dans Mal vu, mal dit, une phrase peut commencer côté intérieur d'un mur et se terminer côté extérieur, des éléments qui font sens au présent même de ce que nous avons à transmettre, mais sont incompatibles avec les cloisonnements aussi bien du littéraire que du scientifique, comme ils sont incompatibles avec l'inertie des corpus posés institutionnellement comme cœur de cette transmission, avec une vitesse d'évolution beaucoup plus lente. Est-ce qu'on est loin ici du numérique? Mais c'est bien le paradoxe que je souhaitais mettre d'emblée en avant, que la résolution de ces nouvelles problématiques ouvertes, auxquelles nous n'avons pas choix de nous soustraire, est-ce pour cela qu'on les nomme humanité numérique au pluriel, alors qu'à cela aussi on devrait tourner le dos pour une catégorie plus permanente, plus ancestrale dans son chemin quant à la raison, quant au sujet, quant à l'irrationnel même, comme processus d'appropriation de l'inconnu, que de convoquer autrement l'héritage, que de positionner autrement ce que depuis bien trop récemment on a nommé culture, science, technique, la littérature même engluée dans son hardware d'industrie culturelle. C'est une question à chaque fois, c'est vraiment mon paradoxe à moi, cette aberration que constitue le terme humanité, alors que précisément dans ce quotidien, qu'est-ce qu'on joue demain, qu'est-ce qu'on doit, dans le moindre exercice, retravailler d'une historicité qui est avant philosophiquement la constitution de sujet, avant qu'est-ce qui se joue dans les insipides de Montaigne, je suis moi-même la matière de mon livre, avec tout d'un coup ce moi comme matière et en quoi même des choses élémentaires comme ça, mais j'ai dit que j'improvisais pas, je restais dans ma langue de bois. Mais pour moi, c'est cette lourdeur qui est quasiment impossible à manier, donc j'aurais voulu me défiler. Point 8, paradoxe. Il n'y a pas à se dispenser, comment le pourrait-on, d'une éducation, ce que ça suppose de savoir et de renversement critique du savoir, le vieux terme de liberté, aux usages et outils numériques,
mais la violence que le plus simple de cet apprentissage du numérique constitue par rapport à nos routines établies et structurantes. Ainsi, dans l'université française, la formation aux lettres reste séparée de la formation au métier du livre, mais que la constitution même de cet apprentissage contraint à le regarder du plus loin, depuis les vocabulaires qui lui sont le plus éloignés, mais eux-mêmes alors remis en mouvement, ressaisis dans des paradoxes neufs, tout simplement parce que nous n'avions pas besoin de nous en saisir. 9. Toujours justement pour aller vers quand même progressivement du plus concret, un seul exemple, le passage de l'écriture iconique à l'écriture syllabique. On est en 1976, c'est la première exposition à Paris de Jean Bottero, appelée « Naissance de l'écriture », et un crève-la-faim gribouilleur italien, un type qui gagne sa vie pour envoyer chaque semaine un article de ce qui se passe à Paris à la Repubblica, c'est ça qu'il fait vivre, en fait un compte-rendu sous l'approche suivante. Parce qu'en Mésopotamie, on s'est mis à tailler de biais la pointe des roseaux, les scribes, vers moins 1700, après déjà 600 ans d'écriture iconique, augmentent leur vitesse de scription, trait triangle. Et cet accroissement de vitesse rend plus abstraite la représentation iconique. Et en devenant autonome, cette représentation abstraite devient syllabique. Le paradoxe, c'est que ce gribouilleur s'appelle Italo Calvino, et la problématique qu'il développe concernant la vitesse et la technologie n'appartient pas à Bottero. Et tout d'un coup, ce rôle-là, comme ça, du statut dans la vitesse de l'écriture, c'est aussi pour dans les œuvres complètes de Calvino, comme vous savez, cette petite fille a tout... Bon, elles ne sont plus, les œuvres complètes de Calvino ne sont plus accessibles aujourd'hui. C'est racheté par Gallimard qui les met au coffre-fort. Donc l'idée de vitesse dans le récit de Calvino vient de cette exposition de Bottero et de cet article. Pour moi, là, c'est le genre pour moi de choses sur lesquelles on a, qui font pour moi cette espèce de quotidien. C'est-à-dire comment pour travailler l'idée générale qui nous est inaccessible, revenir comme ça à ces micro-parcelles de petits éléments durs, mais qui sont une multiplicité, toute une stratification, et que la frustration de l'époque, même si ça fait 15 ans que ça dure, c'est qu'on n'a pas le choix que de revenir à ces trucs-là, commencer à inventer la page, qu'est-ce que c'est que ce concept de vitesse, allez, on continue, point 10. Diffraction dans cette question même de l'origine de l'écriture. On disposait de milliers de tablettes à utilité comptable. On y voyait justement un des éléments d'une espèce de naissance du geste de scription, et puis ensuite mettre des petites silhouettes anthropomorphes, mettre des petits sacs à patates, selon que c'est marchandises, esclaves, etc. Et que l'écriture serait née de là. Il y a 15 ans, on en était là. Oui, mais justement, ce qu'on ne savait pas, c'est que ces tablettes, comme elles n'avaient pas d'utilité après une première transaction, on les utilisait comme matériaux de soutènement pour les escaliers extérieurs qui, chez les Mésopotamiens, montaient aux terrasses. Donc l'élément iconique qu'elles comportent, ces petites silhouettes anthropomorphes ou ces sacs de marchandises, donc une fonction radicale pour nous de rapport du signe à ce qu'ils nomment, sont beaucoup plus récents que l'inscription d'une image autonome, des tablettes avec image de foi après un sacrifice, ou simplement l'empreinte du sceau assurant l'exercice à distance de l'autorité par transport du support de l'empreinte. C'est une mécanique qui évidemment est complètement impliquée dans la naissance de l'écriture, mais qui a commencé par une technologie d'image et pas une technologie d'écriture. Par contre, là, après j'en reparlerai plus des tablettes, mais dépositaire d'autorité symbolique, s'il s'agit d'un texte sacré, généalogie, chronologie, mythe, de façon parallèle à la maquette des villes, de la ville clouée au sol du palais, qui lui est dépositaire du pouvoir séculier pour représenter ce sur quoi il s'exerce, ces textes sacrés sont systématiquement détruits, et une fois que la ville est prise. Si on a pu reconstituer des textes sacrés comme Gilgamesh, tout ça c'est des choses que tout le monde sait, mais en quoi on a à revenir toujours à cette réflexion, c'est par ces tablettes, mais chaque fois une seule page, qui sont l'examen final du scribe au terme qui sont archivés dans ces écoles, et donc c'est dans ces lieux, dans ces villes, en établissant que telle ruine, c'est l'école des scribes, avoir pu, à partir de ces archives de pages
dispersés, reconstituer des textes qui, eux, avaient été, dont on n'avait pas d'autres traces. Je ne veux pas développer ça, mais ces choses-là valent aussi, ce vocabulaire vaut aussi pour les procédés d'authentification. Vous savez, c'est sur ces tablettes où on met une couche d'argile crue par-dessus la couche d'argile dure et on recopie exactement le même texte avec donc ces deux couches. Simplement, si au tribunal vous la contestez, on casse la couche crue, la couche dure apparaît et si c'est vous qui avez tort, ça finit mal. Mais l'invention même de la page, par exemple, à quel moment, par rapport à ces pâtons anthropomorphes, c'est-à-dire prendre de l'argile, la modeler, et en quoi ce pâton suppose une écriture, l'idée du continu dans l'écriture parce qu'elle s'y enroule en spirale, et que ce corpus se développant, on n'a plus l'idée de l'anthropomorphe qui vaut encore pour nos petits appareils machins, est-ce qu'on les tient à deux mains, est-ce qu'on le tient à une main, mais que cette question de l'anthropomorphe fait qu'on commence à les mouler au sol et donc à les amincir, et que la rupture, l'idée du bord, l'idée de la coupe vient, et que la notion qu'on utilise nous de page, avec toutes ces histoires de scroll et tout ça, bon, je ne veux pas développer ces choses-là, mais en quoi ça peut être vital pour nous de revenir, de nous réenseigner ce vocabulaire le plus élémentaire si on veut comprendre ce qu'on provoque nous et qui est dur à provoquer, la prise d'écriture, et à quel moment cette prise d'écriture peut induire, construire, où nous on peut intervenir dans ce passage, cette construction du geste d'écriture à son repositionnement, à son contexte, et donc qu'il soit prise de confiance et assomption du langage et en faire de celui qui écrit le seul dépositaire, sans repasser par ces choses-là, ce qui aurait été complètement aberrant il y a encore 20 ans. Du coup, je bifurque complètement, donc je passe direct au point 11, diffraction dans cette question même de l'origine de l'écriture. Longtemps qu'on s'intéresse à ce mystère du pourquoi, dans un monde écrit, un nombre non restreint de civilisations très accomplies ont fait le choix d'un refus de l'écriture. À peu près un tiers, je crois, des 500 ou 600 recensés dans des mondes d'il y a 2000 ans. Le plus documenté de ces refus est peut-être celui qui nous concerne de plus près, la civilisation celte et l'étonnement que cela cause à César dans ses commentaires. Voilà des gens qui se mettent nus, se couvrent le corps de pigments bleus et courent sur les Romains en criant. Et ce que César ne comprend pas, c'est que ce sur quoi il se jette, c'est une technologie, c'est-à-dire des pylônes tenus à l'horizontale, des boucliers à la verticale, et que les types s'empilent dessus et que la peinture ne les en protège pas. Les Celtes sont incapables de faire le saut mental de... le passage de Jules César là-dessus est génial. Et en même temps, il est exactement dans le même passage où César, en fait, pour raison météorologique comme hier, n'a pas pu revenir à Rome. Donc, pour garder sa pouvoir par rapport au Sénat, il continue d'envoyer ses rapports et il a une phrase gigantesque qui dit « Comme je ne peux pas leur faire la guerre, je vais vous parler des peuplades que je guerrois », en gros. Je recompose. Mais pour César, là encore, s'il n'y avait pas eu ce truc-là, jamais il aurait parlé de ces abrutis, quoi. Et là, l'autre chose, on dit, pour lui, c'est ça, c'est-à-dire... on prend un enfant, il faut 20 ans pour à peu près, dans des voyages, dans des rituels, pour qu'il mémorise, pour qu'un nombre restreint de la communauté ait mémorisé un corpus extrêmement complexe de savoir, de généalogie, de mythes, etc. Et lui, il dit, moi je les bousille, qu'est-ce qui reste de ce savoir, pourquoi ces types, et le monde à l'époque est complètement écrit. Là, je suis passé à l'oral, un truc, mais en même temps, ces questions-là, pour moi, par exemple, les questions de l'oralité sont toujours posées, sont posées depuis longtemps, mais on ne s'était jamais, à ma connaissance, posé la question, c'est-à-dire pourquoi un certain nombre de sociétés n'ont pas accompli cette mutation d'un accès à l'écriture, alors que le monde méditerranéen est globalement écrit. Oui, ça, il y a longtemps qu'on en parle, mais en quoi un certain nombre de sociétés, dans la conception même du langage, ne sont pas passées à l'oralité. Par exemple, dans les grottes aborigènes australiennes qui remontent à moins 35 000, a priori, la complexité des mythes, des généalogies et des récits ne s'accompagne pas de langage oralisé qui, le récit, est uniquement sous forme d'image. En quoi ces questions-là, c'est le web même qui nous pose là, et en quoi revenir comme ça à ces tensions élémentaires, je ne vois pas. Tout à l'heure, en relisant mon truc, là, obsédé depuis 24 heures, j'ai aperçu que j'avais fait 22 points, dont 13 qui finissent par un point d'interrogation. Si c'est tout ce que tu as à leur dire, c'est tout. Point 12. Pour cela, pour une fois, sans panique. Il y a longtemps qu'on sait ce qui tient à l'histoire du livre.
Le livre canonique, pour moi, l'apparition du livre de Lucien Febvre, c'est 1956, réédité en 1964, indisponible en gros depuis 1995, mais réédité par Albin Michel depuis 2 ans, on leur a un peu secoué le nerf. Mais pourquoi aurions-nous dû examiner l'histoire des transitions entre ces états connus de l'histoire du livre? Sinon parce que nous-mêmes, plongés dans une transition et confrontés à la violence brutale, inédite de notre propre transition. Or, nous disposons d'une énorme chance qui est aussi un composant déterminant dans le présent, cette stabilité des usages du texte. En chacune de ces périodes a rendu dénombrable le nombre de ces mutations. Pour l'écrit, 5 grandes mutations, c'est tout. Pour les formes d'image, pour les formes sociales, pour les formes, ainsi de suite, ce nombre de transitions est beaucoup plus impalpable et développé. L'invention de l'imprimerie, ce n'est pas Gutenberg, c'est Aldo Mannuccio, ça commence à se savoir. Son invention du corps 11 et de la possibilité technique de fondre des caractères de corps 11 pour une miniaturisation du livre comme élément de sa survie matérielle en contexte hostile, et un livre strictement de poche, il y a des textes de Mannuccio là-dessus qui sont formidables, c'est que c'est une invention qu'il doit, lui, non pas à ce qui est aussi pour Gutenberg un chemin de l'Allemagne à la Hollande, donc un contact à l'Asie, mais avec des bibles qui font 160 kilos selon qu'il s'agit des 60 bibles en peau de veau, et la technologie pour comment on crée qu'une peau de veau puisse être étalée sur 5 mètres, et des 120 bibles en papier. Ne divagons pas, mais ces objets de 150 kg sont assignés à une église qui est commanditaire et sont reliés par chaîne à ce lieu-là. Et cette technologie, Mannuccio lui prend cette part d'une révélation en regardant les motifs sur soie, les motifs de peinture sur soie qui viennent des Coréens, et apprend qu'il s'agit de petites tringles en métal et que ces tringles en métal ultra légères combinent comme ça, et cette idée de la miniaturisation dans le statut même qui lui permet de faire non pas 160 exemplaires d'un livre comme Gutenberg sur un seul livre, mais 1000 exemplaires d'un nombre qui devient ensuite indéfini de livres, dans une société où la copie manuscrite est devenue une industrie qui n'a plus rien de religieux par les monastères, mais tout ça, je ressasse des vieilles lunes, excusez-moi. Mais on estime qu'à Venise, 35 000 personnes, à ce moment-là, pratiquent la copie manuscrite industrielle de la diffusion du livre. Et la réaction, l'hostilité qui est développée à Mannuccio fait que son usage de l'italique, c'est-à-dire cette invention du corps 11 mais italique, c'est pour arriver à prouver, contrairement à ceux qui disent si un livre est recopié à la main, il est dépositaire de l'âme de ce qui a été déposé dans le texte. Et tout, c'est que l'impossibilité de reconnaître un livre imprimé d'un livre manuscrit. Et donc ces schémas comme ça aussi d'appropriation mentale, de réticence à l'acceptation du saut en avant technologique lorsqu'il s'agit de l'écriture et du dépôt symbolique qui y est associé, pourquoi on aurait été mettre le nez là-dedans alors qu'on était dans une période de stabilité. Paradoxe à l'intérieur du paradoxe, c'est qu'un des premiers à avoir initié, contrairement au livre de Lucien Febvre, qui reste évidemment pour moi l'espèce de saint des saints, de corpus, mais c'est que le premier à avoir initié cette étude des transitions, par exemple, à quel moment le Z est devenu la dernière lettre de l'alphabet. Pourquoi il a fallu 150 ans à peu près pour que, vers le 3e ou 4e siècle, autour de la Méditerranée, se différencient, se stabilisent les usages qui font de l'étymologie texte-tissu, aller-retour, si on est en train de tisser, ça va du bas vers le haut, donc une grande masse de texte part du bas vers le haut, mais que se séparent deux traditions alignées sur la gauche, alignées sur la droite, etc. etc. Ça, c'est les petit traité de Pascal Quignard, c'est peut-être le mec le plus quiche en informatique, tu couperas au montage vidéo, merci, que je connaisse, pourtant en pleine estime, etc. Quoi qu'il ait un iPhone depuis 2 ans.
et qu'on n'est plus forcé d'envoyer les emails à Martine. Mais bon, ce n'est pas le problème. Et qu'en même temps, il m'intéresse justement dans ce cas-là, c'est que la révolution de Quignard, abordant comme ça ces questions, pourquoi dans la tâche de littérature, j'ai à m'appuyer sur cette instabilité, j'ai à m'appuyer sur en quoi, pour fonder l'engagement de cette instabilité qui est la contradiction de littérature et du monde contemporain, dans ces périodes de transition, je trouve ces éléments-là, ils volatilisent le livre. C'est-à-dire ce type qui à l'époque était au comité de lecture de Gallimard et qui tire ses revenus de romans et qui sont magnifiques, ce n'est pas la question de ça. Il publie des petits traités qui sont tirés à 240 exemplaires et il prend une forme séquentielle, c'est-à-dire que sur 4 ans, tous les 2 mois, il publie un petit livre de 30 pages, chacun son thème, etc. C'est des contextes, mais point 13. Je suis presque à moitié, mais tu me diras, quand ce sera ton remarque, j'ai le papier... J'ai moi-même les papiers finis et tout ça. En fait, je suis maître de la situation. 13. Pause brève. Justement pour récapitulation. Le premier basculement d'une pensée numérique qui puisse nous être effectif dans notre tâche quotidienne de créer et transmettre, et j'insiste bien sur l'indissociabilité de ces deux termes, c'est-à-dire où apprenons-nous l'exercice de la littérature, sinon dans ce que les écrivains, je reviendrai sur le terme, nous en disent, et en quoi, sinon la logique industrielle du livre, séparait la correspondance de Flaubert, qui est un exercice, un travail littéraire au quotidien. C'est que Flaubert écrit de 22 heures environ quand sa mère et sa petite nièce sont couchées jusque vers 1 heure du matin, environ 3 heures sur des séquences d'environ 3 semaines. Ensuite, il y a une période de documentation qui dure environ 6 semaines et il recommence son unité chapitre, justement l'unité lecture qui est celle de la publication en revue et de 1h30 du matin où il est tout énervé, excité, justement, il dit maintenant que je me suis monté le bourrichon, avoir jusqu'à 1h30 aussi, c'est-à-dire jusqu'à vers 3h du matin, un exercice d'écriture de lettres qui est je parle de l'écriture, je parle du monde, etc. Donc cette question du flux quotidien de l'écriture, c'est seulement la logique du livre imprimé et d'un registre dominant de la forme, le statut classique souligné de Madame Bovary qui a séparé ces instances dans Flaubert, la temporalité de la constitution en chapitre, en quoi le chapitre est lié à ces statuts de publication en revue et donc à des formes de circulation et de réception, et en même temps l'inscription dans un flux quotidien d'écriture qui fait de sa correspondance un chantier. Moi j'ai un club de l'honnête homme en 16 tomes, je crois que l'œuvre complète c'est 4 tomes. Ensuite il y a Par les champs, par les grèves, les scénarios c'est 2 ou 3 tomes, les versions de La Tentation de Saint-Antoine, et la correspondance c'est 8 tomes. Donc le travail de lettres quantitativement, d'écrits adressés, c'est... Je laisse parce qu'il y a d'autres exemples comme ça chez Kafka et chez Flaubert, mais pour moi, c'est important dans la mesure où là on peut franchir une étape, où on peut commencer d'approcher ce qui se jouerait pour moi, où le mot de publication décrirait un concept plus central. C'est-à-dire en quoi le carnet, pour Flaubert, ces scénarios ou cet échange séculier avec ses copains, lettres reçues, lettres envoyées, discussions sur les lettres, ne change pas dans sa dimension composite. C'est-à-dire, par exemple, on n'a aucun brouillon de Baudelaire. Est-ce qu'il est conservé ou pas, ce n'est pas la question. Il y a eu une période où les brouillés à Jeanne Duval et où le frère de Jeanne Duval prend une grosse malle et balance tout ça. La colère de Flaubert est immense, donc a priori Baudelaire conservait ses ébauches et ses brouillons. Simplement, c'est parti. Par contre, dans les poèmes en prose, il travaille, vous savez, c'est un peu canonique aussi, sur un truc qui s'appelle Élégie des chapeaux. C'est Delphine Rognard qui a le plus beau chapeau, elle va vous montrer ce que c'est, mais elle n'est pas là. Si, montre ton chapeau.
Ah, vous voyez qu'il veut. Donc Baudelaire veut faire une élégie des chapeaux. Donc qu'est-ce qu'il fait? On a des listes de mots, tous les mots qui sont associés à chapeau, tous les mots qui concernent les matières dont sont faits ces chapeaux. Il se plante devant une vitrine de chapelier et décrit la vitrine de chapelier. Là, tout d'un coup, il y a des dessins, c'est-à-dire des silhouettes avec le truc comme ça. C'est comme par hasard contemporain des textes, le peintre de la vie moderne sur Constantin Guy ou Guise, selon qu'on le considère comme anglais ou français, il était les deux, et avec ces chapitres sur la mobilité et l'idée de la silhouette fixe dans la foule, etc. etc. C'est-à-dire que le carnet de Baudelaire n'a strictement rien à voir avec l'état final du texte. Ce matin, qu'est-ce qui parlait de... c'est venu comme ça dans les trucs sur ce chantier. Tu parlais tout à l'heure de comment l'approche du chantier par le numérique passe première. Oui, mais simplement, nous en littérature, il y a longtemps qu'on sait le faire, parce que c'est notre manière à nous de le faire. Là, je verse encore. Mais cette question du carnet, qu'est-ce qui se passe simplement? C'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité technique que l'instance de publication, en prenant ça comme premier étalon, c'est-à-dire objet dépositaire de valeurs symboliques, ce que était autrefois le livre, mais qui est constitutif de l'identité des ados ou des étudiants à qui on a quotidiennement affaire. Quel bonheur! 2 jours par semaine, ça, on a la chance. J'ai la chance d'être dans une école d'art, j'en baffe pas comme ceux qui sont dans les lycées. Toutes les conneries qui ont été mises, par exemple, sur... la solitude, tous ces trucs, l'angoisse de la page blanche, l'écrivain dans sa tour d'ivoire, etc., etc. Ça commence un petit peu à être en régression. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est ces conneries, quoi? C'est-à-dire, combien Beckett laisse de lettres? Il laisse 3000 lettres écrites en 5 langues. En tout cas, c'est la part de sa correspondance qui est déposée à l'IMEC en Normandie. En ce moment, je travaille justement sur un auteur qui s'appelle... H.P. Lovecraft, justement, y compris en tant qu'échantillon parfait, comme Céline, de la construction de la pensée identitaire, et ça fait pas de mal d'avoir des ateliers comme ça. Ce type, qui a priori vit dans un lieu, dans la ville qu'il a quasiment jamais quitté, sauf qu'il est tout le temps dans des bus, dans des machins comme ça, il laisse 35 000 lettres, cartes postales. Les télégrammes, on n'en a pas la trace. Et évidemment, on n'a pas la trace des coups de téléphone. Ce matin, il y a Proust qui venait comme ça à cause de ce cher Antoine Compagnon. Et mais un jour, on pourra faire péter le Collège de France et installer un peu autre chose. Est-ce qu'on a besoin de ces conneries-là avec notre argent est là-dedans? J'en sais rien. Mais évidemment, pour moi, ce qui est fascinant chez Proust, il ne faut pas que je dise des bêtises, c'est pas la question. Je suis doué pour ça, mais c'est pas... c'est en quoi, justement, dans l'écriture de Proust, son utilisation du pneu, c'est-à-dire une technologie toute récente, une technologie éphémère, en tout cas qui n'a pas eu de devenir, cette distribution pneumatique de petits messages mis dans des cylindres, écrits très vite et qui ne sont qu'une petite quinzaine ou vingtaine de mots, évidemment, ne crée pas d'archives, mais elle devient un usage social qui intervient dans la constitution des personnages. Si on traite de la jalousie entre Marcel et Albertine, l'utilisation du pneu, c'est comme nous, quand on parle du SMS, etc. Et ce n'est pas la question, c'est en quoi des usages éphémères peuvent constituer une valeur de récit qui, appliquée à des dimensions plus tragiques, plus symboliques, peut constituer, non pas une pérennité, on n'est plus obsédé là-dessus, mais au moins une lecture vivante. Et en quoi la lecture vivante, tout à l'heure on parlait avec Catherine Bizot, je ne sais pas si... merci, quel honneur, mais heureusement, elle est dans son téléphone, ça va. Tout le monde est dans son téléphone, c'est ça. Du coup, ça m'a même coupé, je ne sais même plus ce que je... ouais, donc j'ai oublié, donc ça devait... Si, on parlait de Francis Ponge, c'est tout simplement en quoi Ponge, pour moi, c'est typiquement ce travail comme ça, d'ancrer une écriture sur ce qui sépare le mot et la chose qui n'énonce pas elle-même ce qui la désigne, alors que si savon, on sait à peu près ce que c'est, mais aller dans un rayon de Auchan et puis au rayon shampoing, gel douche et tous ces machins-là, non, le savon n'est pas non plus un objet pérenne, etc. Je m'écarte. Point 14, je laisse tomber ce que je voulais dire, etc. Mais en même temps, pour moi, quand je parlais de Lovecraft,
ces trucs-là. Mais en quoi, si on veut aborder justement ces stratifications de la publication web, ces stratifications du fait que dans la publication, y compris au quotidien, y compris avec cet écosystème, remarquez la prouesse sur moi, je suis déjà aux 2/3 de mon intervention, et, il est peut-être temps que je commence à me surveiller la pendule, mais en quoi, dans cet écosystème, un mot que je me suis refusé à prononcer 10 minutes, ouais, c'est bien, bon, donc on va zapper. Point 14, je laisse tomber. Point 15, je prends comme. Qu'est-ce que je racontais? J'ai lancé le truc. Oui, ben justement, c'était exactement ce que j'étais en train de dire. J'ai une logique dans tout ça. Que c'est l'organisation aussi de ce détail qu'il serait urgent de constituer en corpus éventuel d'enseignement du numérique. Et ça aussi, ce matin, c'était bien posé. Il y a exactement 7 ou 8 ans, on pouvait travailler avec nos étudiants premier cycle sur le moment de leur première connexion Internet. On collectait des textes fabuleux sur les jeux en basique, donc l'interaction aussi dont Alexandra parlait aussi tout à l'heure, sur les premières explorations réseau, sur le rôle des chats MSN. Ça correspondait aussi à une histoire des postures. Ces années-là, moi je faisais atelier avec les premiers cycles à Sciences Po à Paris. Je me souviens très bien que les premières années, la posture des étudiants, c'était ça, quoi. C'est-à-dire, le téléphone est là sous la table, on est à manipuler, mais je vois ça. Et j'ai vu, évidemment, le téléphone venir là, et désormais, pour moi, à Sciences Po, c'est ça la posture. C'est-à-dire qu'on est en double connexion, et que l'écran, évidemment, est multi-fenêtre, je vais y revenir. La Wi-Fi dans la salle, etc. etc. Depuis 5 ans maintenant, il n'est plus possible, avec aucun étudiant de premier cycle, tous les étudiants de premier cycle n'ont jamais connu le monde ou leur maison sans Internet. Sauf que ce n'est pas à eux d'en tirer les conséquences, mais à nous de réviser ce qui s'en induit pour la fondation même du lire-écrire. Quand j'ai écrit ce texte, je revenais juste de visiter la maison de Jack London à Sonoma, juste au-dessus de San Francisco. Il est mort à 42 ans, en pleine célébrité. Rien n'a été touché des objets. Sur la table, sa table principale, c'est sa Remington 1906, mais bizarrement, personne n'avait jamais relevé que c'est écrit en gros Remington noiseless. C'est-à-dire qu'en 1906, l'idée même du silence dans la frappe devenait quelque chose important pour l'écriture narrative. Nous, est-ce qu'on n'a pas à le réviser sans cesse? À côté, devant sa table, un globe, mais ça, je pense que tous les Lovecraft en avaient un aussi, c'est-à-dire il faut que j'aille vite, il avait déjà une chaise de bureau tournante. Derrière les dictionnaires, les livres de voyage, ça aussi on revient sur cette étude de ce matin, et une chaise de lecture, Lovecraft pareil aussi, c'est des chaises Morris, c'est-à-dire qu'on ne lit pas à table, on a un endroit dédié à la lecture. Chez Lovecraft comme chez Stevenson, c'est-à-dire... non, pardon, Jack London, mais je pense que c'est pour chacun aussi. Par exemple, à cette époque-là, ils ont tous une écritoire mobile. C'est-à-dire un petit machin qui est incliné en oblique, qu'on emmène et pour écrire sur ses genoux, parce que l'écriture à la table n'est pas l'écriture du premier jet. On n'a jamais eu besoin d'aller regarder ça de près. Simplement, le seul truc, c'est que, je zappe la description, c'est que cette idée de ce qu'on nomme devices en anglais, c'est-à-dire appareils dédiés pour la photo, pour le son, les mots qui vont avec, est-ce que ce mot très étrange qui s'appelle MP3, 2 consonnes, un chiffre, est-ce qu'on a encore besoin de ce truc-là? Non, c'est fini, cette notion d'éphémère sur laquelle on tournait aussi, mais on n'avait pas besoin de s'intéresser à cet écosystème du lire-écrire, puisque le livre les gommait et les étalait tous. Nous, quelle question pose le fait qu'il soit concentré dans geste, dans statut du corps, dans mobilité, dans trajet, etc. Là et maintenant, il faut que j'aille vite parce qu'elle va me mettre un autre papier bientôt. Point 16, je disais, vous avez remarqué que je n'ai pas de conclusion ni de morale. Oui, ça, c'est le truc. Ce qui m'intéresse, c'est que le web a 40 ans. Pour moi, premier ordinateur, septembre 88, ça fait 30 ans.
comme dirait mon copain Bergogneau, on n'est pas des poulets de la première fraîcheur. Première connexion web, septembre 96, on en parlait, ce qui signifie qu'il y a histoire. À ce point, je voudrais quand même rester un petit peu dessus. Mais que si on retrace cette histoire, on découvre aussi qu'à aucun moment, on a été capable de voir venir ce qui nous préoccupait. J'ai lu pour la première fois Proust à 26 ans, en même temps que dans l'usine à Siaki, à Vitry, près de Paris, arrivaient des petits microprocesseurs, alors que nous, on avait nos fers à souder dans des immenses armoires électriques. En quoi ce truc-là pouvait concerner la littérature? Sauf que le texte aussi qui est canonique pour nous, s'il y avait Serge Bouchardon, il pourrait vous le... Si appuyez sur le bouton au haut du crâne, vous allez voir qu'il va vous le réciter par cœur. Le Computer pour tous de Georges Perec est un texte qui date de 1969. Est-ce qu'il nous était lisible? Et quand ce texte de Perec, est-ce qu'il n'a pu nous être lisible autrement que rétroactivement? Mais qui d'entre nous se préoccupe de proposer ce texte à ses élèves? C'est autre chose. Là, il y a besoin d'outils, de didactique, et je suis content que ce soit vous qui fassiez le boulot et pas moi. Les grands ratés de cette brève histoire. Qui aurait pu prédire que l'aberration du ADSL, les vieux fils de cuivre des années 20-30, et la modulation dissymétrique de signal sur les deux crêtes inférieures et supérieures du flux audio enterrerait en quelques mois l'aventure du CD-ROM, ce qu'on y avait mis d'émerveillement dans notre première découverte de l'hypertexte arborescent, ce que disait aussi Alexandra ce matin. Autre grand raté, vers 2004, quand l'écran devient multitâche, comme sont aujourd'hui toujours les iPads, etc. La lecture, l'écriture, la musique peuvent coexister simultanément sur un même support physique. Et c'est à cette époque qu'on proposait pour les auteurs de travailler sur des écrans verticaux, comme si jamais un livre s'était composé autrement qu'en double page. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc 16:9 dans la mesure où c'est fait pour commercialiser de la vidéo et non pas du livre, et que nous, dans cette logique du livre, là peut-être je vais prendre 5 minutes quand même, mais elle va me chanter avant, mais je continuerai dans le couloir et vous continuerez le colloque. Par exemple, pour moi, est-ce qu'un texte est mémorisé et travaillable si je dépasse 70-80 caractères par ligne? Je ne suis pas capable. Par contre, j'ai affaire quotidiennement, enfin 2 jours par semaine, pardon, ça me suffit, à des étudiants qui, eux, sont complètement déçus de faire des textes hyper courts, tout simplement parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils le développent sur des écrans qui font au moins 160 ou 180 caractères. Parce qu'ils ont été éduqués comme ça, dans ces forums, dans ces trucs comme ça, et que par contre, bizarrement, la capacité des gamins de 20 ans à mémoriser ou à prendre, à constituer comme écriture des lignes de 180 caractères, chose qui, moi, m'est complètement impossible, eux, ils y arrivent. Qu'est-ce que ça change, nous, là encore, sur les exercices ou tous... Évidemment, zapper, parce que vous devez en avoir marre, etc. Qu'est-ce qu'on a sérieusement bousculé en 15 ans de ces questions? Et je crois que dans la trouille que j'avais quand j'ai répondu pour la première fois à Nathalie, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas glorieux, quoi. C'est-à-dire qu'on le paye lourd et qu'on nous prend pour des excités, etc. etc. Et bien sûr, hein, il y a des choses qui bougent, mais ce qui caractérise, je vous parlais de mots passants, laisse tomber, je laisse tomber, hein, c'est pas le truc. Revenir sur le mouvement, non excusez-moi, je suis plus, j'ai la trouille maintenant, c'est fini, non? C'est presque fini. Ouais, des petits exemples comme ça. Mais c'est idiot de multiplier les exemples. Il vaudrait mieux qu'on discute ensemble. Je laisse tomber mon détail. Je crois que de toute façon, c'est que des développements de choses comme ça. On a certainement à initier un déplacement. Et en chacun de ces points, c'est ça qui pour moi est terrorisant, ce déplacement est une rupture. La construction mentale qu'on opère en permanence depuis notre rapport immédiat au dehors, ce que Nathalie tout à l'heure nommait réel. Nous la convertissons en représentation et nous la traitons, si nous la traitons en tant que telle, c'est l'œuvre imaginaire. Si nous la confrontons avec notre agir et notre présence au monde,
dans les deux cas, la littérature, c'est le rapport réflexif que nous installons intentionnellement dans le noyau même de ce processus, dans la perception et l'expérience du monde que nous fabriquons pour le percevoir, comme dans la recomposition imaginaire, narrative ou idéale, qui est un temps dédié et détaché de construction de soi-même et notre confrontation au monde depuis cette recomposition. Donc le lire étant l'expression de cette distance, mais la lecture ayant dans ce contexte, ça va être considéré là encore comme écosystème ouvert. Et l'ensemble de ces dimensions interfèrent en permanence, ce qu'on n'avait pas à faire interférer dans la période d'avant-transition, avec notre approche du texte littéraire. Mais là encore, la stabilité du sensible, comme stabilité des formes de ce processus réflexif, ne nous rendait pas nécessaire de l'aborder en tant que processus. La construction même de notre permanente perception du réel. Ce qu'on peut par contre travailler en permanence, depuis la locomotive chez Balzac, le téléphone ou l'arrivée de l'électricité chez Proust, etc. Dans ce rapport au monde qui inclut expérience, voyage, faits divers, guerre, mais aussi bien la contemplation, l'analyse, le quotidien, c'est cette injonction de Georges Perec dans l'Infraordinaire. Questionnez vos petites cuillères. Le langage n'a jamais été formulation immédiate ni prédominante. Ouais, ben on fait l'horloge. J'ai dit ce que je suis capable. Je ne suis pas capable de dire autre chose, de toute façon.